qu'il y aura des hommes. L'homme qui est assis en face de moi est un acteur, scénariste et réalisateur français. Alors il est là, un peu en retard, un pull zippé noir. J'ai cru au départ que c'était un camionneur, mais non, c'est un pull zippé noir. T-shirt noir, pantalon noir, bref. Lunettes fumées, pas complètement noires, mais sombres quand même. Ça fait très longtemps que je voulais l'inviter et le recevoir, mais il enchaînait les tournages, les répétitions, et nous ne parvenions pas à trouver de date. Mais ça y est, enfin, il est là. Il a bien aimé le studio, il aime bien le décor, il a demandé ce que c'était Corso Média. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'il ne sait pas du tout où il est tombé. Et ça, c'est gage de qualité. Il y a quelque chose d'à la fois timide, de tendre et en même temps très affirmé. Mais est-ce qu'il est vraiment et tendre et timide et très affirmé ? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir. Bonjour Pascal Elbé. Bonjour. Et merci d'avoir trouvé une heure, enfin, pour venir dans Tant qu'il y aura des hommes. Ouais, on finit toujours par y arriver, là. Il faut être constant. Il faut être constant, il faut être accroché surtout avec vous. Bon, comment allez-vous ? Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a réjoui ces derniers jours ? Oui, Quoi ? mon fils. Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que on travaille un petit peu ensemble maintenant et ben je suis assez étonné et fier, parce que c'est mon fils après tout, c'est peut-être la seule fois où on peut avoir un motif de fierté, mais j'aime son avis sur les choses, j'aime son regard sur les choses et sa réflexion sur les choses. Pas parce que c'est le mien, mais parce que j'aime ce qu'il s'en dégage aujourd'hui à son âge, à 23 ans, et ben je me réjouis, voilà, c'est peut-être la seule chose qui me réjouisse aujourd'hui. Alors, hasard du calendrier, nous sommes le 14 février, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin, pour celles et ceux du fond qui ne suivent pas. Quel romantique êtes-vous, Pascal Elbé ? Sur une échelle de combien? Allez, de 1 à 10. De 1 à 10, bon, je vais être à -1. C'est vrai ? Non, je suis pas romantique. Il n'y a rien de cucul à praline chez vous ? Non, Vous avez jamais rien fait de dingue par amour ? non. D'autres questions? Ouais, j'en ai plein d'autres, j'ai 9 pages. Ne vous inquiétez pas, et on va pas rester là-dessus. Non, je ne... Mais pourquoi Bon. vous n'êtes pas romantique ? Vous détestez ça ? Ça vous hérisse le poil ? Moi aussi. Par pudeur. Ah, par pudeur. Mais par pudeur. J'aime profondément le rapport à deux. J'aime profondément le regard de l'autre, le regard que je peux porter sur l'autre. J'aime profondément les deux. J'aime le couple. J'aime intensément les femmes, la femme, au cinéma, dans la vie, ce que vous voulez. J'aime chez moi. C'était les femmes qui dirigeaient. Donc Ok. j'ai un regard. Mais alors, pour le coup, peut-être ma pudeur méditerranéenne, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je vais pas vous raconter d'histoire. Non, je pense pas être vraiment un grand romantique. C'est assez rare d'associer les mots pudeur et méditerranéen. Oui. C'est marrant ? Mais oui, mais vous savez, encore une fois, les clichés, c'est pas parce qu'on est né sous le soleil qu'on a une grande gueule et qu'on parle fort. Au contraire, on est... Vous n'avez pas une grande gueule et vous parlez pas fort, Pascal Elbé ? Je fais quand même un petit peu de mal là. Ah, j'ai pas dit que c'était moi. Je parle des Méditerranéens. Grande gueule... Ouais, je peux avoir une grande gueule, mais une grande gueule avec des oreilles qui, même si elles n'entendent pas très bien, elles écoutent. D'accord. Mais donc pour les pétales de rose et les bougies, on reviendra. Ok. Vous êtes sur scène en ce moment dans Inconnu à cette adresse avec Stéphane Guillon. Vous nous dites 3 mots sur cette pièce ? Bah, c'est un projet que j'ai rejoint sur le tard. Là. J'ai remplacé Jean-Pierre Daroussin. C'est un projet fort, nécessaire, comme disent souvent les médias. C'est vrai qu'il résonne, parce que ça parle de Voilà, ça, vous la nous montée racontez de un peu l'histoire. Voilà. l'antisémitisme après, au début de la Seconde Guerre en Autriche. Et donc la montée du nazisme, évidemment. Et ça a des réminiscences, ça a des résonances absolues sur ce qu'on vit aujourd'hui, où c'est en fait une histoire entre deux amis. Il y en a un qui va être séduit par les sirènes du fascisme et du nazisme, quand l'autre est juif et reste en Amérique, alors qu'ils étaient associés, est parti, lui, finalement dans son pays en Allemagne. On est tous les deux originaires d'Allemagne, mais sauf qu'il va être tenté par ce regard national-socialiste terrible sur les choses, et évidemment les premiers à être persécutés, les juifs. Alors comme mon camarade dans la pièce me dit, il dit c'est peut-être... Parfois, c'est la petite écume trouble qu'il faut pour une révolution, mais c'est pas le plus important. Et là, moi, mon personnage, je lui dis si. Malheureusement pour nous, c'est une répétition qui est familière, cette persécution. Ça date pas de là. C'est pour ça que vous avez accepté de rejoindre le projet ? Je trouvais ça... Non, en tout premier lieu, faut pas... Évidemment que c'est une pièce qui résonne, qui est nécessaire aujourd'hui, mais je déteste ça, moi, quand on dit aux gens c'est nécessaire. C'est les prendre en chantage... mémoriel, affectif, ce que vous voulez. C'est d'abord une pièce qui est d'une dramaturgie redoutable. C'est comme un thriller. Et tout d'un coup, il va y avoir une personne qui est trahie, qui va se venger. Donc évidemment, on est accroché pendant 1h10 à son siège, et c'est vrai qu'il se passe quelque chose tous les soirs au théâtre d'assez intense et d'assez...
J'ai jamais entendu des silences aussi profonds. Et on a après des réactions des gens qui sont incroyables. Donc, évidemment, je pense que c'est peut-être notre partition qu'on défend, mais surtout, c'est le texte qui est fou, quoi. Cressman Taylor a écrit ça en 1933, d'Amérique, une femme, et qui avait senti le vent tourner, alors qu'à cette période-là de l'Allemagne, on était juste après la Première Guerre, avec des effets désastreux sur la population. Mais pourtant, voilà, il y a eu un espoir démocratique, il y a eu un espoir de liberté politique qui a été évidemment étouffé dans l'œuf. Donc, si vous voulez, évidemment que ça résonne avec ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur de l'avenir en tant que Français, en tant qu'homme et en tant que Juif ? Bah oui. En tant qu'homme, oui, un peu. Mais quoique, nous, vous savez, on a été élevés dans notre éducation judéo-chrétienne à essayer de ne pas avoir peur, de ne pas pleurer. On reste des hommes virils, comme on dit. Alors, en tant qu'homme, j'ai peur, évidemment que j'ai peur. J'ai peur en tant que juif. Bah, si j'ai pas peur, je suis aveugle ou sourd. Mais aujourd'hui, on a une vraie crainte. On a vraiment la crainte de, j'allais dire même pas du lendemain, on a la crainte aujourd'hui, au jour le jour, de le pire n'est jamais loin. Et on l'a éprouvé beaucoup. J'ai peur de ça, et en tant que Français, j'ai peur, comme la plupart de copains à moi, où on se demande si on a un avenir encore ici. Moi, je pense surtout aux plus jeunes, à mes enfants, à leurs enfants plus tard. Compliqué, hein. Aujourd'hui, je trouve qu'on est une société assez anxiogène. Pour autant, il y a aussi plein de choses qui nous donnent un peu le sourire. Il y a aussi un peu de lumière qui rentre. Il faut savoir la voir. Ou par exemple, quoi ? Bah, si on fait un état général, on peut dire que dans le monde, si je suis allé plus généraliste, je vous dirais qu'il y a des gens qui ont accès aux soins qui n'y avaient pas accès à l'époque dans une partie de la planète. Je vous dirais qu'il y a des gens qui mangent à leur faim aujourd'hui, qui n'était pas le cas dans pas mal de contrées. Bon, alors oui, il y a un progrès. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que c'était mieux avant ? En tout cas, pas dans tout. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'une résistance est possible, que les Juifs ne sont pas abandonnés à leur sort, ou au contraire, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est très seul ? On est profondément et terriblement seul. Pour autant, on est dans un pays qui défend nos institutions, on est dans un pays encore, je veux dire, si je nous compare à certains pays européens, comme notre voisin, la Belgique, mais même ce qui se passe en Suède, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ils ne reviendront pas en arrière, je ne pense pas. Nous, en France, alors qu'en France, les Juifs sont protégés ? Oui, on est protégé par nos institutions, en France, par notre République. Il y a des réponses fortes. Après, on est terriblement seul dans notre ressenti. Moi, ce que je vis dans la pièce tous les soirs avec mon personnage qui est trahi par tout d'un coup un de ses meilleurs amis, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu des gens avec qui m'ont opposé un silence ou alors une façon de fuir le sujet ou le débat. Donc, on se sent tout d'un coup... Après le 7 octobre ? Oui, on se sent tout d'un coup très seul. On se dit, mais je suis qui pour eux pour ne même pas aborder le sujet ? C'est que je pensais être un ami, je reste finalement cet ami juif, le juif. Et c'est fou parce que du coup, on m'interdit le débat et j'ai été blessé de ça. Donc, à ce moment-là, oui, nous les juifs en France, on a toujours dit heureux comme un juif en France. Aujourd'hui, on peut dire malheureux comme un juif en France. Vous croyez qu'on a vraiment toujours dit heureux comme un juif en France ? On l'a dit quelques années, quelques mois, entre lundi et vendredi, on a pu On l'a dit un peu entre fenêtre. l'affaire Dreyfus et la Seconde Guerre mondiale, quoi. Oui, mais c'était déjà pas mal, on a réussi à le dire non, un peu. Est-ce qu'il y a eu des époques dans lesquelles les Juifs ont été bien et heureux quelque part ? Est-ce que c'est arrivé ? Non, notre destin, ça a été d'être un peuple errant. Et le jour où on s'est arrêté, on nous a trouvé une terre, c'est là où la foudre s'est abattue encore plus fort. Mais on n'a pas attendu d'arriver en Eretz, d'avoir Israël pour être attaqué de toutes parts. C'est notre histoire. Et aujourd'hui, comme je le pense souvent, c'est pas parce qu'on a Facebook, on a les réseaux que ça s'arrêtera, notre histoire. Il faut avoir beaucoup d'humilité au long cours. On a une histoire depuis 2-3 000 ans où on nous a toujours chassés. Donc on a toujours appris à se faire intégrer, accepter, pour essayer de rester le plus tard possible. Pascal Elbé, vous vous sentez d'abord français ou d'abord juif ? Aujourd'hui, je me sens... Non, c'est une question difficile parce que je me sens évidemment. Parce que sur une carte d'identité, il y a marqué français. Mais moi, je me sens profondément français. Voilà. J'aime mon pays. On est français. Sauf qu'aujourd'hui, on me ramène à ma religion, comme si tout d'un coup français, juif, c'était ce qui prévalait en premier chez moi, puisque j'ai des gens qui m'appellent plus ou qui ont pris leur distance, ou une distance comme ça un peu polie, mais distance quand même. Donc, mais évidemment, moi, quand il y a l'équipe de France qui joue, c'est pour eux que je suis. On est français, on se lève le matin, on réfléchit en français, et puis pardon, mais encore une fois, on peut se sentir profondément français au vu de ce que nous avons amené aussi à ce pays. Nous, la communauté juive de France, je ne vais pas vous citer Simone Veil, Badinter et tant d'autres,
Mendes France et Bloom et Bloom et tous les autres, on a quand même donné beaucoup à ce pays. C'est un pays qu'on a tout fait pour y être accepté, et intégré. Et aujourd'hui, on se sent, et de fait, fondamentalement français. Et c'est terrible parce que tout d'un coup, on nous ramène à quelque chose d'autre. Donc on est, évidemment, au sens, on est complètement un peu bousculé aujourd'hui. Bon alors, bonne nouvelle, Pascal Elbé, ce podcast ne s'appelle pas « Tant qu'il y aura des juifs », mais « Tant qu'il y aura des hommes ». Ouf. Donc, je vais vous Oui. demander votre définition, et vous avez commencé à l'égrener tout à l'heure, de ce que c'est que d'être un homme. Qu'est-ce que c'est être un homme ? Vous avez dit être un homme, c'est être fort, c'est être courageux. Tout à l'heure, vous m'avez dit ça. Non, justement, c'est dommage parce que, vous savez, quand on est un homme et qu'on est parfois un jour quitté dans sa vie, on revient des enfants parce qu'on ne nous a surtout pas appris à témoigner nos émotions, on n'a pas appris à pleurer, à faire la cuisine. C'est pas les hommes, non, leur place, c'est pas là, n'importe quoi. On aurait appris à être un peu plus féminin et justement, c'est culturel, vous savez. En Italie, faire la cuisine, ça fait partie même de la culture, c'est unisexe. Il y a pas de. Chez nous, on est. Alors, c'est quoi être un homme pour vous ? Qu'est-ce qui vous définit en tant qu'homme aujourd'hui, Pascal Elbé ? Être un homme, c'est d'essayer au quotidien d'avoir le minimum de courage pour écouter ses envies et puis aller vers l'autre et écouter l'autre. Un homme, c'est quelqu'un qui doit accepter ses erreurs et c'est quelqu'un qui, évidemment, pour moi, la définition même d'un homme aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se définit pas contre l'autre, mais avec l'autre, avec la femme et pas contre la femme. Je pense être au fond de moi très féministe parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille, encore une fois, dont c'était les femmes qui avaient la parole première. Mais oui, être un homme, j'allais dire, c'est d'être à l'écoute de l'autre et avoir le courage d'avancer en écoutant l'autre et en s'écoutant. Bon. Est-ce que cette définition a toujours été la vôtre ? Non, on évolue. Vous avez évolué dans le bon sens. On évolue, mais... Vous avez évolué dans le bon sens ? J'espère, mais en fait, j'ai jamais... Qui sont les hommes qui vous ont servi de modèle ? Qui sont les hommes qui vous ont épaté dans votre vie ? Oh, j'en ai rencontré. J'ai eu cette chance. Après, le modèle, même si ma rencontre avec Badinter a été assez comique, mais bon, Badinter, évidemment. Pourquoi ça a été comique ? Un jour, on s'est retrouvés tous les deux à une soirée où on lui remettait le prix Scopus de Jérusalem, de l'université. Et il a fait un très beau discours, d'ailleurs, où il a redéfini ce que c'était, j'allais dire, l'universalité des Juifs. C'est pas d'attendre le Messie, c'est d'avoir eu X prix Nobel. Déjà, c'est d'avoir fait avancer le monde aussi, c'est notre fierté. Et donc on se parle, et je lui parle, et je lui dis, je suis très heureux de vous rencontrer, je tartine pendant 3-4 minutes. Vous êtes vraiment quelqu'un qui compte beaucoup, et on tartine. Et il m'écoute, et à la fin, il laisse un silence, et il me dit, bien, c'est bien. Mais tout ça ne me dit pas où est passé mon impair. Il en avait absolument rien à foutre. Je crois que plus tard, j'ai appris qu'il était un peu malentendant comme moi. Donc je crois qu'il a rien capté et il m'a écouté poliment, mais en fait... Mais peut-être qu'il était comme vous, peut-être qu'il était très timide et qu'il ne savait pas accepter les compliments et que 3 minutes de compliments, c'est très long. Ouais, c'est vrai. Imaginez si vous, quelqu'un arrive... C'est terriblement gênant. C'est embarrassant, quoi. Très, très gênant. Pourquoi on ne sait pas accepter et recevoir les compliments ? J'ai du mal à accepter parfois les cadeaux. Mais pourquoi ? C'est fou. Ah oui, non, c'est un travail à faire sur soi parce qu'évidemment, quand quelqu'un vous fait plaisir, c'est pas le retour qu'il faut lui opposer. Il faut être heureux quand on vous donne quelque chose. Puisque vous avez, ça fait du bien de donner à quelqu'un. Donner, c'est une chance de donner. Encore une fois, vous savez, souvent, je suis toujours parrain de loin de la Tzedaka et on explique souvent aux gens que de donner, c'est une chance de pouvoir donner. Recevoir, c'est important, mais le premier don, la première belle mitzvah, c'est de pouvoir donner. Ça veut dire qu'on peut donner. Donner, on reçoit beaucoup quand on donne. C'était quoi la question ? C'était pourquoi on n'arrive pas à accepter les compliments. Mais on va revenir à la question d'avant. Donc il y a eu Badinter, ok. Il y a eu qui d'autre comme... Dans ma rencontre professionnelle, il y a eu Philippe Noiret, qui est devenu comme mon deuxième papa de cinéma, quelqu'un qui évidemment ne donnait pas de conseils. Il était ailleurs, il avait une vie, il avait cette façon de voir le monde et les choses qui m'a beaucoup appris. Ces gens qui ont connu l'après-guerre, c'est pas les mêmes. Mais par contre, il m'a guidé, mais sans jamais pointer du doigt ou me conseiller. Il a su me guider différemment. Je lui dois beaucoup. Michel Boujna, une rencontre importante dans ma vie. C'est devenu comme un grand frère, vraiment. Il a compté pour moi, sa façon son rapport à l'autre, quand on fait un film, comment il prend l'équipe avec lui. Il
il y a quelque chose de fraternel, et aussi qui dégagé de toute, comment dirais-je, question de hiérarchie ou de pouvoir. On est tous dans un rapport beaucoup plus simple aux choses. Oui, ces hommes-là, je les aime, je les ai aimés, je les aimerais. Et alors, avec quel homme, là, vous aimeriez pouvoir aller boire un verre à la sortie de cet enregistrement, juste avant d'aller au théâtre? Quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, illustre, anonyme, mort ou vivant? Vous prendriez qui, là, à la fin? Ben, s'il y a un homme, et même, on peut dire une femme aussi. Hein. Non, là, je vous ai demandé un homme. Ça Ah, vous ok. ennuie pas? Oui, c'est tant qu'il y aura des hommes. Alors, s'il y avait un homme avec qui j'aimerais parler aujourd'hui, là, tout de suite, ce serait... Il faut qu'il soit vivant ou mort? Non, il peut être vivant ou mort. Oh ben, s'il était vivant, Leonard Cohen. Ah ouais? Ouais, parce que d'abord, j'adore l'artiste, et puis sa spiritualité, c'est quelqu'un qui a essayé plusieurs horizons, plusieurs réponses à ces questions, quelqu'un qui a cherché toute sa vie, j'aime bien. Il n'a pas eu de réponse, lui. Lui, pour le coup, il pensait qu'il n'était pas juif, il était fondamentalement et profondément juif, parce que toute sa vie, il s'est posé des questions. Ouais. C'est ça la définition d'être juif? C'est de passer sa vie à se poser des questions? Ah bah oui, bah regardez, on avance, on avance par des pointillés, par des petits points, on n'a jamais avancé en étant péremptoire. Nous, notre philosophie, c'est toujours de répondre à une question par une question. Vous avez une chanson préférée de Leonard Cohen? Suzanne, Suzanne, oui, elle est magnifique. C'est vrai? Alléluia aussi, hein. Cher Pascal, avant de parler de votre carrière d'acteur, de scénariste et de réalisateur, j'aimerais bien qu'on reprenne l'histoire au début. Alors, vous êtes né où et vous avez grandi où? Alors, je suis né à Colmar, parce que mon père était cheminot, et après Paris, ils sont arrivés à Colmar. Et j'ai grandi en Alsace, à Strasbourg. Et à 17-18 ans, bac en poche, je suis parti. Et j'ai tout de suite commencé les cours de théâtre. Alors pourquoi? On nous demande souvent d'où vient la vocation, on n'en sait rien. Parce que je pense que moi, j'avais envie de partir de Strasbourg, je voulais aller vivre dans la ville lumière, je voulais aller... Mais là, vous me faites un saut beaucoup trop rapide. Hein. On a le temps de s'attarder un peu sur votre enfance. Donc votre père était cheminot, votre mère faisait quoi? Ma mère, elle était représentante, elle sillonnait la région pour des produits d'entretien, elle était représentante, donc elle était très courageuse, parce qu'elle partait très souvent le soir pour aller faire des réunions, vous savez, comme Tupperware. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc elle a fait ça, et il y a un petit côté acteur dans ce métier, il y a un petit côté actrice, il faut être capable de mettre en place... Ma mère était un peu pas le clown, mais pas loin de la famille. Encore une fois, c'était une femme qui faisait rire chez nous aussi. On n'avait pas de problème avec ça. D'accord. Comment elle s'appelait? Viviane. Et votre père? Jean-Pierre. Vous faites partie d'une fratrie? Oui. Vous avez combien de frères et Un sœurs? frère, qui est mon aîné, qui a 2 ans de plus que moi, qui s'appelle Bruno. D'accord. Et vous êtes proche de lui? Oui, très proche. On est une famille, toute petite famille, mais on est très liés. Bah, vous allez croire que c'est une obsession, mais quelle place la religion avait dans cette petite famille? Proche du néant. On a été, vous savez, on est des Juifs d'Algérie. On a surtout d'abord été, grâce à M. Crémieux, français. Et la religion, finalement, occupait une place... sporadique. Sporadique, par tradition, non, évidemment. On faisait sans doute Kippour et Pessar, mais à peine Rosh Hashanah. Mais la religion avait très peu de place. La spiritualité n'avait pas de place dans cette famille. Alors, vous vous souvenez des fêtes de famille? Vous étiez quoi, à 4? Vous aviez aussi pas mal de familles dans la région? Vous étiez que tous les 4? On était tous les 4, et en fait, notre famille était très éclatée. Entre du côté de mon père, c'était le Brésil, ma mère, le Canada. On a une famille assez éclatée. J'avais un peu de famille à Paris. Mais en fait, on n'a pas fait des grandes fêtes de famille, des grandes réunions. Ma famille, ça a été plus tard. Moi, ma grande famille, c'était moi qui me les suis choisis comme un grand. D'accord. Ouais. C'est quoi votre Madeleine de Proust? Le silence. Le silence me ramène à plein de choses que j'ai connues petit, jeune. Ces moments de solitude qu'aujourd'hui j'adore, qu'à l'époque je ne sais pas comment le prendre. Ouais, le silence, c'est quelque chose qui me ramène à l'enfance. Vous étiez quel genre de petit garçon? Silencieux? Assez facétieux, parfois facétieux, irrévérencieux parfois, mais j'étais un bon garçon. Je pense avec ma mère ou avec mon frère d'ailleurs, on était on a été des bons garçons. C'est votre vrai nom, LB? Non. C'est quoi votre vrai nom? Elle baise à la fin. D'accord. À la fin. D'accord, très bien. Non, oui, compris. Pourquoi j'ai changé de nom finalement? Rien qu'en disant ça, Ok, très bien. Quelle place, la culture avait dans votre famille? Est-ce qu'on écoutait de la musique? Est-ce qu'on allait au théâtre? Est-ce qu'on allait au cinéma? Non, on était en province et non. Et on n'écoutait pas du tout de musique? Si, on écoutait de la musique, mais non, pas en famille. On écoutait un peu Enrico Macias, Gaston, qui est devenu après évidemment un ami. Mais non, il y avait... Laquelle d'Enrico Macias, par exemple, qui vous vient comme ça, là? Comment choisir? Je sais pas, chantez-moi une.
Un petit bout comme ça, là. Les gens du Nord, c'est quand même quelque chose qui me tire une larme. Je l'ai pas dans l'oreille. Les gens du Nord. Vous pouvez me la... Les gens du Nord. Allez-y, allez-y. Ah non, je chante tellement comme une casserole. C'est vrai? Ouais. Ah, alors s'il y a un truc que j'ai pas, c'est l'oreille musicale. Bah déjà, j'ai plus d'oreille, mais alors musicale, elle est partie depuis longtemps. C'est quoi cette histoire d'oreille? Vous avez vraiment pas d'oreille? Vous entendez Ouais, j'ai perdu l'audition. Mais quand? Il y a plein d'années, mais j'ai été détecté très tard et je l'ai assimilé très tard. D'accord. Mais ouais. D'accord. Aussi, c'est le silence qu'on apprivoise parce qu'on n'a pas le choix. D'accord. Bon, maintenant, un mot. Je vous laisse boire quand même. Maintenant, un mot pour parler de votre adolescence. Un seul, pour la définir. Heureuse. C'est vrai? Un adolescent heureux. Ouais. Ok. À quoi vous ressembliez? Par exemple, là, si j'ai Pascal qui rentre là, il a 15 ans, il arrive, il ressemble à quoi? Il a les cheveux comment? Il est habillé comment? Cheveux longs, habillé comme un petit Parisien, c'est parce que j'avais déjà le rêve de Paris. Donc, c'est-à-dire? Les grosses baskets avec le jean un peu large, machin, tout ça à Strasbourg, ça se faisait pas du tout. J'avais vous savez, le provincial qui voulait ressembler à un Parisien. Voilà, mais sinon, il serait cheveux longs et tout. J'étais plutôt le bon copain dans la bande, celui qui faisait rire, mais aussi parfois qui pouvait. J'ai compris que le rire, ça peut être une arme qui peut être aussi tranchante et redoutable, et parfois c'est au détriment de l'autre. Ça, maintenant, en vous parlant, je me dis que j'étais souvent moteur dans un groupe, et pourtant, parfois, j'ai vu que je pouvais avoir un mot de trop, et j'apprenais aussi à écouter l'autre, et parfois à me mettre sur le côté pour le laisser exister. Ouais. Et vous aviez du succès avec les femmes, avec les filles, à 15 ans? Non, pas plus que les autres, on est les mêmes boutonneux, mais j'ai jamais eu tellement de soucis avec les filles. Vous vous souvenez de la première fille dont vous avez été amoureux au collège? Elle s'appelait comment? C'est une amour de vacances. Je crois qu'elle s'appelait Nathalie, j'avais 12 ans. Et comme ça, je vais vous raconter comment ça a démarré tout ça. 12 ans, j'étais fou d'elle. Bah oui, c'est ma 12-13 ans, 13 ans peut-être, ou 14 ans, je sais plus. Elle m'a fait on en est resté avec un bisou et peut-être un bisou sur le front. Et évidemment, moi, je lui ai écrit des lettres enflammées. À l'époque, il n'y avait pas le machin. Et elle me répond... merci pour ta lettre, mais évite de raconter des conneries, parce que mon mec lit les lettres. Alors voilà, c'était ma première expérience amoureuse. J'ai découvert que j'étais pas tout seul sur la place. Ça m'a fait mal, et après, mais quand même, je me rappelle encore, mais c'était un baiser de vacances. C'est fou ce qu'on peut ressentir quand on est comme ça, pré-ado, et que d'un coup, il y a un regard qui se pose sur vous, et on s'en rappelle toute sa vie, alors qu'il ne s'est rien passé. Mais ça n'arrive plus après, en vieillissant? Aujourd'hui, ça n'arrive plus? Un amour de vacances, là, demain, l'été prochain, ça pourrait pas vous arriver? Bien sûr, j'espère que ça peut m'arriver, mais j'ai jamais été coup de foudre, cœur battant, traverser une place. On a compris que vous n'étiez pas un romantique. Ouais. Ça, vous inquiétez moi, pas, arrêter Pascal. une femme en plein dans la rue, vous êtes la femme de ma vie, tout ça, j'ai jamais compris. Moi, il me faut du temps, il me faut du regard, il me faut des rires, il me faut du silence, il faut qu'il y ait une complicité. Et là que je commence à me dire, quand même, je la verrai bien demain, je suis bien avec elle. Mais moi, le bing bang, je sors du toit et je dis, putain, c'est toi. J'ai jamais compris ça. Je dois être plus... raisonnable, cartésien? Mais on va pas bouger la pierre. Pas cartésien, alors je suis tout sauf cartésien, je suis totalement illogique. Non, c'est plus, j'ai besoin d'installer quelque chose avec l'autre pour me dire que je tiens à elle. Mais comme ça, coup de foudre en boîte ou dans une rue, la déclaration d'amour subite et tout, je comprends pas. Moi, si l'autre me fait pas rire ou je sais pas qui elle est, c'est pas juste parce qu'elle déhanche bien et qu'elle a un regard qui perce que je vais me dire c'est la femme de ma vie. J'aimerais bien, hein, mais j'arrive pas. Ça me va. Comment ça se passait en cours? Vous étiez un bon élève? Non, mais moyen, espèce de truc un peu bizarre qui passe entre les gouttes. 11 sur 20, quoi. Bien, mais pas top. Ouais, 11-12, c'était bien déjà. D'accord. Non, j'ai pas brillé. Vous avez eu le bac? Oui. Vous avez fait quoi après? Rien. Je suis parti tout de suite. J'ai même pas été le chercher. J'étais à Paris et je me suis inscrit au cours de théâtre. Direct. Acteur. Mais vraiment. Donc c'est acteur qui arrive avant scénariste, avant réalisateur? Non, au début, on veut exister. On est tout d'un coup dans un cours de théâtre. C'est une passion. On a l'impression tout d'un coup, on se définit socialement. On a 19 ans. Et on rencontre des gens. Moi, j'étais le plus jeune. Vous étiez au cours Florent, c'est ça? Vous étiez au cours Florent? Non, pas au cours Florent. C'était un petit cours qui s'appelait Virio, côté de la rue Blanche. Et ça a eu le mérite tout d'un coup de constituer tout d'un coup un groupe d'amis avec qui on a travaillé par la suite. On a monté une troupe. Mais... Ça s'appelait comment cette troupe? On n'est pas vraiment nom. On avait fait 2 pièces qui est cartonné. Il y en a une qui a fini par faire un film qui lui a pas marché. Fin de la troupe. Mais on joue au Splendide. C'était complètement fou. Il y avait qui comme acteur dans la troupe? Que vous connaîtriez aujourd'hui. Même si on les connaît pas, citez-les. Non,
pas vraiment. Il y en a un qui s'appelle Didier Caron, qui était directeur de théâtre, maintenant qui a écrit pas mal de pièces de théâtre. Un autre qui était Roland Marquisio. Mais il y en a d'autres qui sont devenus complètement autre chose. Mais ça a été vraiment notre. Et je me rappelle, je sais plus qui des Robin des Bois était venu me voir pour me dire, vous savez que c'est votre troupe qui nous a donné l'impulsion de monter. Parce que nous, notre impulsion, c'était le Splendide. On s'est dit, on va faire comme eux. On va écrire des pièces et on va faire une troupe. Donc c'était ça. C'est génial d'être l'impulsion de quelqu'un. C'est chouette qu'il soit venu vous voir, ce gars. Ouais, Pour dire que vous leur bien avez servi de sûr. modèle. Mais on suscite. Et ça vous avez gardé beaucoup de souvenirs de cette troupe, de cette époque? Les meilleurs de ma vie. Les meilleurs de votre vie? Les plus grands. Mais oui, c'est le début. Mais oui. Les cours de théâtre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos parents, quand vous leur avez dit, je me tire, je vais à Paris, je veux devenir acteur? Ben non, ils n'étaient pas contents. Pas contents du tout? Bon, en même temps, c'est pas comme si je ratais vraiment quelque chose. C'est pas que j'étais non plus un élève brillant pour dire quel gâchis. Non, ils n'ont pas dit quel gâchis non plus. Ouais, ils pouvaient quand même avoir peur que vous ne me perciez pas. Et ils ont eu peur, bien sûr. On a toujours peur. Moi, j'ai des enfants qui veulent faire ça. On a peur. Après, aujourd'hui, j'allais dire que c'est plus facile qu'avant. Ah ouais, vous trouvez? Pour ce métier-là, oui. Ben, c'est tellement dur partout. Je ne serais pas plus rassuré si mon fils me disait qu'il voulait être architecte ou acteur. Finalement, c'est aussi compliqué aujourd'hui. C'est tellement... l'époque, le monde du travail change tellement vite que... Mais vous ne seriez pas rassuré par le fait qu'il ait un diplôme, par exemple? Oui, mais un diplôme dans cette vie... Non, il faut accepter ce qu'ils sont. J'ai un Ok. fils, moi, qui veut prendre un peu qui veut marcher sur mes pas. Bah, évidemment que au début, j'étais flippé. Parce que lui, pour le coup, il était vraiment meilleur que moi à l'école, avec beaucoup plus de capacités et de possibilités. Et il veut faire ça quand même, et il se trouve que quand je l'écoute, eh ben, c'est pertinent, et je me dis, bah, évidemment qu'il faut que je l'encourage, je ne vais pas, moi, me faire passer ma peur avant lui. Il veut faire ça, qu'il le fasse, je serai là. Et vous l'aiderez. Acteur, scénariste, réalisateur, sous quelle casquette vous êtes le plus heureux, Pascal Elbé? Les trois. C'est un métier tellement... Acteur, j'ai eu des moments de joie intenses, et surtout au théâtre. Des moments qui m'ont même sauvé la vie. Lesquels, par exemple? Racontez-nous des trucs, là. On n'est pas là pour la balade, Pascal. On est là pour entendre parler de votre vie. Non, mais métier d'acteur comme joie, j'ai eu comme joie, évidemment, quand on est sur scène et quand on parle de l'amour du public. Bah, il y a un an, j'ai perdu un de mes meilleurs amis et j'étais obligé d'aller sur scène tous les soirs alors qu'il fallait que j'aille le voir en palliatif, en soins. Et évidemment que c'est douloureux quand vous avez grandi avec lui, un ami de Strasbourg. Le fait d'être au théâtre et de ne pas avoir le choix m'a sauvé la vie. Et là, c'est là que j'ai compris que quand le public est là et qu'il vous applaudit et qu'il est avec vous, il y a quelque chose qui passe, il y a des ondes qui vous donnent beaucoup d'amour, et ben ça m'a fait tenir debout. Donc j'ai compris que ce métier-là, alors que j'étais toujours très pudique par rapport à l'apport de ce métier, l'amour du public, je me disais, moi je suis pas Johnny. Eh ben non, j'ai compris que quand il y a comme ça 500 personnes qui sont là devant vous, c'est pas rien. Moi, je pense que pour faire ce métier, il faut d'abord avoir une pathologie. Il faut avoir envie d'être aimé, il faut avoir envie de se montrer, il faut avoir envie de transmettre. On ne devient pas acteur par hasard. Tout le monde ne peut pas être acteur, tout le monde ne peut pas monter sur scène tous les jours, parce qu'effectivement, il y a l'amour du public, mais il y a aussi un trac colossal de prendre la parole, d'être un porteur d'histoire, d'être on va pas se mentir. On fait C'est un d'abord métier pour très soi les difficile, choses. Hein. mais c'est d'abord pour soi. On est d'accord. Évidemment, mais vous dites à un psy, je fais ça parce que j'aime donner du bonheur aux gens. On commence. Il vous dit à la semaine prochaine. Mais évidemment qu'on fait d'abord ça pour soi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est à Strasbourg et qu'on s'extrait, qu'on dit qu'on veut aller à Paris et faire ça? Qu'est-ce qui nous pousse à ça? Quelle est la petite graine? Peut-être moi, c'était ma maman qui m'a insufflé ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est là-dedans? Et moi, le seul comédien que j'avais dans ma famille, il n'a pas vraiment réussi et il est mort d'une overdose. Donc, c'était pas du tout l'exemple à suivre. Donc, j'étais un peu tout seul dans l'entreprise. Ça a été difficile, les débuts? Oui. Vous avez galéré longtemps? J'ai galéré, mais longtemps, pas tellement. Maintenant, longtemps, non. Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire des films? En fait, j'ai commencé à écrire du théâtre. D'accord. Avec cette troupe. Ouais. Et puis, cette pièce est devenue un film. Et puis, de ce film... C'était quoi, le film? Ça s'appelait Tout baigne. La pièce s'appelait Tout baigne. C'était vraiment très drôle. C'est avec une histoire d'inondation. Et on en a fait un film. Bon. Et après, j'écrivais un peu pour les uns et les autres. Et puis, un jour, je crois Michel Bougenat est venu me voir au théâtre. Il m'a appelé le lendemain pour aller faire un billard français. On est devenus copains. Et on a un troisième copain qui s'appelait Ben, Edmond Ben Simon, qui est comme mon frère aussi, celui-là. Et il a écrit sur 6 pages une aventure qui lui était arrivée avec son père qui était malade et ses 3 frères. Ils sont partis aux États-Unis. Et avec Michel, on a lu ça, on a dit il faut que ce soit un film. Et ça a été ma deuxième expérience de long métrage. Et à partir de là, j'ai pris la main et je suis devenu un scénariste. Et après, j'ai écrit pour Roche Dizem, pour les uns et les autres. Comment il s'appelait, ce film?
père et fils. Et c'était avec Philippe Noiret. Ouais, C'est comme ça que vous l'avez connu. c'est exactement. Et comme on l'a écrit en 7 ans, le film, on a eu le temps de le connaître. En 7 ans? Oui, Michel avait une très belle maison à Saint-Paul-de-Vence, on n'était pas pressés. Moi, j'habitais là, rue Colincourt, je préférais écrire longtemps. D'accord, très bien. On le saura. Vous avez réalisé un film il y a quelques mois. C'est pour ça qu'on n'a pas pu se voir, parce que vous étiez d'abord en tournage, non, d'abord en prépa, Ouais, puis en tournage, c'est puis long, en hein. montage. C'est long. Ça a été très long, je vous ai attendu, j'ai été très patiente. Il est monté, ça y est, il va sortir. Merci. Oui. Ça s'appelle La Belle Étoile. La Bonne Étoile, La La Bonne Bonne Étoile, Étoile. pardon. On peut en dire quelques mots? Oui. C'est quoi l'histoire? C'est qui les acteurs? C'est un paysan, enfin, un gars qui vient de la campagne, qui déserte parce qu'il a peur et il a entendu dire, évidemment, ils ont faim avec sa femme, et ils ont entendu dire qu'à quelques heures de marche, il y avait une baronne qui planquait des familles juives, ils étaient nourris, logés, Ah, donc blanchis. ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en 40, et après la débâcle. Et ben lui, ils ont faim, il s'est dit, pourquoi on se fait pas passer pour des juifs, et on va aller chez la baronne, on va manger à notre faim. Évidemment, ils sont en 40, on peut pas dire qu'il ait eu le nez creux. Donc c'est une comédie, ce sera avec ce paysan sera Benoît Poulvorde, enfin c'est Benoît Poulvorde, Ok. avec Audrey Lamy, il y a Zabou, moi-même, et C'est qui la baronne? C'est Zabou? c'est Zabou, et Zabou voilà. Breitman, parce que maintenant elle utilise aussi son nom de famille. Et vous, vous jouez qui? Moi je joue parce qu'au début du film il a sur un quiproquo, un malentendu, on le prend pour un passeur, et moi je suis ce juif qui veut s'en sortir et qui le prend pour un passeur et qui lui donne tout. Sauf que je vais le retrouver au milieu du film. Mais moi, je ne le reconnais pas, lui me reconnaît. Et là, donc, il va culpabiliser parce qu'il sait que c'est à cause de lui que je vois plus mon fils et que j'ai été arrêté, etc., etc. C'est une comédie qui est un peu à l'italienne. Vous allez sourire, rire, je crois beaucoup, et pleurer aussi un peu. D'accord. Ouais. Vous aimez bien vous mettre en scène vous-même? J'aime, ouais, j'adore. Moi, je me kiffe. Carrément. Non. Vous kiffez? Vous venez vous voir au combo et vous dites... Wow. Non, je regarde pas le combo. Quand je suis acteur, je regarde jamais le combo. Ben non. Alors qui vérifie? C'est très rare qu'un acteur aime se voir à l'écran. Alors donc qui va vérifier ce que vous J'ai venez de faire, c'est script, bien? j'ai une script et j'ai une première assistante qui sont mon regard. C'est sur elle que je me machin. Non, en vérité, je suis acteur, j'aime bien jouer, mais parfois, mon deuxième film, un mois avant, je me suis dit, devant, derrière, ça va me fatiguer, c'est trop dur. J'ai appelé Vincent Elbaz, qui est comme mon petit frère, et il m'a dit, ma vie, je le fais. Et jamais j'ai regretté de ne pas être de l'autre côté. J'étais heureux que ce soit Vincent. Parfois, c'est fou, le on a nombre de envie petits d'y frères aller. que vous avez, de petits frères, de grands frères, de frères que vous avez. Non, mais c'est des gens qu'on connaît depuis 20-30 ans. Donc, au bout d'un moment... En fait, s'ils sont plus vieux, c'est un grand frère. S'ils sont plus jeunes, c'est un petit Ouais, frère. non, mais là, je parle de gens, on va dire Michel... Vincent? Vincent, on se connaît depuis très longtemps, et puis on a un rapport, on s'appelle pas toutes les semaines, mais il y a quelque chose de très bienveillant et très fraternel. C'est elle la famille que vous vous êtes créée? Oui, oui, puis j'en ai plein comme ça, et puis j'ai des amis, j'ai des copains, je suis très riche. Vous avez beaucoup de chance. J'imagine que vous vous souvenez parfaitement du premier jour de tournage comme réalisateur de votre premier film. Ça s'appelait Tête de Turc, votre premier film. C'était où? C'était quelle scène? C'était en banlieue, c'était dans la banlieue nord, à part aux environs de Paris. C'était une scène, sans doute la plus dure du film, c'était une scène d'arrestation avec une centaine de figurants, et mon fils qui jouait dans le film et qui avait 6-7 ans. Donc lui, c'était son premier film, et moi, mon premier film comme réal. Et là, il faut tout gérer, tout un plateau. Il y a Roche Dizem qui est là, et c'est une scène très compliquée. Et c'est là où j'ai compris que ce que m'a appris le théâtre dans ce métier m'accompagne encore quand je fais du cinéma. La gestion d'un plateau, gérer des gens, un mouvement, une caméra, c'est le théâtre qui m'a tout appris. J'étais à Quel l'aise, genre de réalisateur vous êtes justement sur un plateau? très exigeant et très très détente. Moi, sur un plateau, c'est comme un grand métier, il y a tout le monde qui est là et j'implique tout le monde. Et j'aime bien la pression, je déteste la tension. J'aime bien que tout le monde sache, même quand on pousse une caméra ou un rail, je veux que la personne sache pourquoi il fait ça. Moi, ça me fait réfléchir en même temps. Je pense que les gens sont plutôt heureux de l'aventure. Vous Oui. êtes sympa avec tout le monde. Vous êtes Mais quand on exigeant, travaille en sympa. amont, je vois pas pourquoi on va faire passer nos angoisses sur les autres. Voilà, c'est ça être un homme. C'est assumer ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire et produire. Et je vais pas, moi, si j'ai une angoisse, la reporter sur une assistante, un assistant, parce que ce jour-là, j'ai mal dormi, que j'ai peur. Ça vous est arrivé de subir les angoisses d'un autre réalisateur? Évidemment. On subit son regard, son approximation, son manque de travail. Très rare, les réalisateurs qui connaissent le matériau, l'outil des acteurs. Très rare. Il y en a qui c'est des bons scénaristes, mais c'est pas des réalisateurs. C'est compliqué, c'est de nous connaître, d'appuyer sur certains boutons. Évidemment, quand nous, on se renifle. Quand on réalise, on va beaucoup plus loin parce qu'on sait exactement, quand je dirige quelqu'un, il suffit que
Je lui joue le truc, il va tout de suite dans la couleur où il faut aller, et puis bam, c'est parti. Et puis moi, j'adore les acteurs et les actrices. J'adore les regarder, j'adore les faire travailler. Je suis heureux avec eux. Vous savez, dans ce métier, j'ai rencontré, pour parler des femmes, quand je parlais de ça l'autre jour, c'est dans ce métier que j'ai rencontré les personnes les plus centrées, les plus équilibrées. Chez les actrices. Contrairement à ce qu'on peut penser, là, l'image de l'actrice un peu bargée, qui ne sait pas quel bohème mettre le soir, ça n'existe pas, ça. J'ai rencontré des femmes qui étaient au contraire, qui ont vécu la douche écossaise, qui ont vécu des hauts et des bas. Qui, par exemple? Parlez-moi. Moi, on va dire les actrices que j'aime. Récemment, j'ai fait une vraie grosse rencontre avec Audrey Lamy. Voilà une personne tellement belle dedans dehors et qui est une actrice incroyable. Sa vie de femme, sa sœur, pareil. C'est des gens qui sont très terre, qui sont les pieds sur terre, et qui pensent bien. Sandrine Kiberlin, qui est vraiment elle pour le coup une amie. Oui, j'aime sa façon d'être indignée, de réfléchir, de penser. C'est dingue. Je l'ai vu là très récemment dans Mon bébé de Lisa Azuelos. C'est bien. Il y en a pas une à côté. Tout est juste avec Sandrine Kiberlin, mais tout le temps, quoi. Mais même dans la vie, elle a une pensée juste. C'est dingue. Ouais. Je la trouve incroyable. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je la trouve incroyable. Non, mais Okay. la femme, moi, j'adore. Elle me fait rire. Et on est très proches l'un pour l'autre. Et c'est vrai qu'elle m'aide à réfléchir. C'est des femmes fortes. Mais c'est vrai que les actrices que vous citez là ne sont pas des actrices à boa. Ce ne sont pas des filles qui se demandent comment elles vont s'habiller le soir. Ah non, non. Vous aimez pas les divas, quoi. Vous aimez les actrices, pas les divas. Que ce soit les acteurs ou les actrices, et dans la vie en général, j'aime pas les divas et j'aime pas les gens qui racontent une autre histoire. Avec quel réalisateur vous avez adoré travailler? Michel Boujna, parce que c'est un film qui a compté toute ma vie pour moi. Père et fils, c'était magique. Mais je peux en citer plein. Il y a Nicolas Boukrieff, avec qui j'aimais beaucoup. Mais Et avec qui vous rêveriez de tourner? ils sont tous morts. Vraiment? Il n'y a plus un réalisateur français ou international pas mort qui vous fasse rêver? Sans déconner, parce Si, il y en a plein. Alors qui? International, plein. Et en France, plus personne. Si, en France, évidemment, on a des très très beaux. On a plein de réalisateurs. Ou réalisatrice, hein, ça marche aussi. Plein. Non, mais plein. Franchement, il y a plein de choses super, super fortes qui se tournent en ce moment. Après, ceux qui connaissent vraiment les acteurs avec qui j'aurais envie de tourner, Ewen, elle a un regard qui est très précis. C'est bête, parce qu'il suffit qu'on me demande pour que je me dise pour que je calme, mais il y en a tellement des. Non, plein. Ça vous arrive encore parfois d'aller au cinéma et de vous dire j'aurais tellement aimé faire ce film? Non. Jamais? Je m'en fous totalement. C'est vrai? J'ai pas de jalousie d'acteur. J'ai des jalousies. Ah, mais pas forcément une jalousie, juste. Non, mais si, c'est une jalousie. Quand on dit j'aurais aimé le faire, c'est de la jalousie bien placée, attention. Hein. Attention, je suis en train de me faire engueuler. Non. C'est de la jalousie. Il faut être jaloux dans sa vie. Il faut être jaloux, ça veut dire qu'on a un peu d'ambition. Mais je me suis jamais dit, putain, ça c'est un rôle pour moi, parce que je crois que mon ego il va pas jusque-là. Par contre, j'ai des jalousies scénaristes. Je me dis, putain, j'aurais bien aimé trouver cette histoire. Mais comme acteur, je me sens pas assez affirmé comme acteur pour tout d'un coup me dire, j'aurais aimé jouer ça, j'aimerais bien monter, comme là, il y a mon camarade Édouard Baird qui joue, parce on est voisins de loge, et il joue Cyrano. Moi, j'aurais jamais eu l'audace de me dire, je vais m'attaquer à Hamlet. Mais j'aimerais bien qu'un jour ça m'arrive, mais je me sens peut-être pas assez acteur ou légitime pour ça. Et pourtant, je sais ce que je vaux comme acteur. Je pense pas être le plus mauvais, mais j'ai pas ça. J'ai pas cette ambition-là. J'ose pas encore. Voilà, j'ose pas. Quand vous revoyez vos films, vous vous dites que vous referiez tout de la même façon, ou il y a plein de choses que vous changeriez? Ouais, il y a des choses que je changerais. Sur Tête de Turc, il y avait des erreurs de premier film. On veut tout mettre, on veut tout raconter. Donc il y a des choses aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut les obtenir parfois par un silence, pas forcément par un dialogue. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais non, je referai mon deuxième film. Comment il s'appelait le deuxième film? Je compte sur vous, qui parlait vous savez, un escroc au téléphone. J'aimais le faire avec Vincent Alba, j'aimais l'expérience de tourner à Tel Aviv, j'aimais tout ce bordel. Mais à refaire, dans le sujet, je ne referais pas ça. Non, ce sujet-là ne m'intéresserait plus. Aujourd'hui, je vais aller vers des choses qui sont plus proches de moi. Après, il faut trouver le bon sujet. Vous avez une idée pour le prochain? Oui. C'est quoi? Je vais peut-être adapter un livre. D'accord. Adapté d'une histoire d'une femme. Juive? Non. Ah. Ouais, c'est ouf. Hein. Vous avez attendu longtemps avant de vous lancer comme réalisateur. Pourquoi? Vous vous faisiez pas confiance ou on ne vous faisait pas confiance? Non, c'est un parcours. Quand j'ai fait Tête de Turc, j'étais assez jeune. En fait, j'ai voulu faire mes propres erreurs. J'ai commencé à écrire
pour Michel Boujna, après pour Roche Dizem, pour d'autres réalisateurs. Puis à un moment donné, évidemment, ce qu'on écrit, on fantasme. Et quand on voit le résultat fait par les autres, il y a toujours une petite frustration, parce que c'est pas ce qu'on avait nous projeté dans notre tête. Alors je me suis dit, je vais faire mes propres erreurs et je vais le réaliser moi. On se sent légitime à un moment donné, mais je voulais pas être réel à la base. J'ai pas eu de fantasme, la caméra qui fait ça et on va faire ça et puis Non, moi ce que j'aime c'est raconter une histoire. J'aime bien quand il y a un beau cadre, j'aime bien une belle lumière, mais j'ai pas le fantasme de la forme. Je suis attaché parce que j'ai mes aînés qui m'ont montré le chemin comme Noiret. On était surtout sur le fond et pas sur la forme. C'était pas tout ça. On avait des discussions plus générales que ce qu'on voyait au jour le jour. C'est quoi le plus beau souvenir que vous avez avec Philippe Noiret ? Oh, j'en ai des terriblement beaux. Je me rappelle, je crois, à la fin de la première prise, on a tourné au bord d'un lac. Il y a tellement longtemps qu'on portait cette histoire. 7 ans donc, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas. 7 ans. Et à la fin de la première prise, je me rappelle toute ma vie, il m'a pris dans ses bras, il m'a soulevé comme une petite plume, comme un enfant. Il a eu la joie de l'enfant, qui tout d'un coup était content d'être là. Il avait ce rire en cascade en plus. Ouais. Et on était au Canada, on était loin de nos familles, donc on s'est constitué une petite famille à nous. Et lui, il aimait tellement jouer le rôle de ce patriarche. Il avait été entouré toute sa vie de femmes. Et là, il voulait avoir des hommes autour de lui. Et il nous l'a dit. Il voulait des hommes, il voulait des garçons. Et c'est lui qui a décidé de nous adopter. Qui étaient les 2 autres frères, rappelez-nous ? C'est Charles Berling et Bruno Puzul. Vous êtes restés proches ? On se voit de temps en temps, mais il y a quelque chose qui nous a liés à vie. Et avec Charles, maintenant, il dirige un théâtre à Toulon, donc on se voit un peu moins, et Bruno aussi, mais on sait que quand on se retrouve, il y a ce lien très très fort qui nous unit. Quel spectateur vous êtes ? Vous allez beaucoup au cinéma, beaucoup au théâtre quand vous n'êtes pas vous-même sur scène ? Oui. Ouais. Oui, je déteste ces acteurs qui disent « Ouais, je vois rien, c'est con, c'est bête, je vois rien. » Ben, c'est un autre métier. Si t'as pas le regard sur l'autre, la curiosité de l'autre. Oui, alors, je vais au théâtre. On a compris que vous n'étiez pas un romantique, mais est-ce que vous pleurez au cinéma ou au théâtre ? Vous êtes insensible quand même. Oui. Ouais. Quoi, vous faites une petite moue ? Vous le regrettez d'être sensible ? Parfois c'est compliqué. Parfois c'est compliqué. Il faut se protéger un peu. Mais oui, je pense être assez hypersensible, comme on dit. Carrément hypersensible. Ouais. Vous pleurez beaucoup j'ai découvert plus tard. Je pleure même devant mon film là, que je viens de finir, alors que je l'ai vu quand même 40 fois et que je connais la fin par cœur. C'est comme quand je vois le Titanic. À chaque fois que je le revois, je me dis, bon, quand même pas encore le taper de glaçon, il va s'en sortir à la fin, là, il va remonter sur la planche. Et à chaque fois, je suis déçu. Vous pensez qu'ils auraient eu la place d'être 2 sur cette planche ? Non, parce que si il était remonté sur la planche, on n'en parlerait plus du film. Sur la route de Madison, si elle ouvre la porte au feu rouge, on n'en parlerait plus jamais. C'est la frustration qui fait que c'est des œuvres. C'est quoi votre film culte, celui que vous voulez absolument montrer à tout le monde ? Non, c'est impossible, ça, c'est une question impossible. Alors, un film que vous adorez, un film que vous avez montré à tous vos copains, à tous vos amis, dès que vous rencontrez une femme, vous passez un week-end avec elle, vous lui montrez ce film, ça doit bien arriver. Quel genre d'homme on doit être si on oblige sa femme à dire attends, moi c'est un truc que j'adore, tais-toi pendant 2 heures, tu vas écouter exactement. Moi je pourrais peut-être lui dire voilà un film que j'aime, et si vraiment elle veut qu'on se revoie plus tard, si tout d'un coup elle a la curiosité, sans me le dire, de regarder, Ok, arrêtons les disclaimers. C'est quoi le film ? Il y en a plein, allez, là tout de suite je dirais Nous sommes tant aimés. Ok. On vient de parler de la route de Madison. Il y en a tellement. Moi, je suis un fan des films italiens. J'ai adoré le néo-réalisme italien, mais j'aime la comédie française. J'ai aimé Les Sautés, tellement. C'est ce cinéma. Moi, j'aimais bien le cinéma un peu entre guillemets à l'ancienne, avec une structure, avec un début, un milieu, une fin. J'ai moins aimé la nouvelle vague. J'ai moins aimé le cinéma de la chronique où on poussait le chariot en disant on verra bien. Moi, j'aime bien quand il y a une vraie histoire qui nous est racontée. Vincent François Paul et les autres. Ouais. Des films de bande, quoi. Bah oui, c'est une radiographie de l'époque aussi. Et les comédies musicales, West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort. Je suis d'accord, j'ai fait un grand écart entre les deux, mais quand même. Merde. Et vous êtes client ? J'aime Emilia Pérez, là, j'adorais. Ah ouais, Emilia Pérez, moi aussi, j'adorais. J'adorais. Et pourtant, au début, j'ai dit c'est quoi ça ? Et puis, j'adorais toute la partition, tout ce qu'elle a fait là. C'est super. Ah non, j'aime. J'ai aimé Annette avec les Sparks là au début, là, la séquence d'ouverture. Non, j'aime bien. Non, je suis très. Vous êtes très client. Ouais. Vous êtes facile à rendre heureux. C'est facile de vous rendre heureux avec un film ? Ouais. Je suis exigeant, mais pas jusqu'au boutiste. Non, c'est facile. Je suis vraiment un spectateur moyen. Et quand j'écris,
quand j'écris, je fais souvent lire, par exemple, à ma maman. Je suis très sensible, moi, au regard qu'on peut porter le spectateur moyen. Pas celui qui est déjà en avance de tout le monde, non. J'aime découvrir et je me fais vite avoir, moi. Oui. Si vous me dites, mais moi, je l'ai compris depuis le début. Non, moi, je me rappelle, j'avais été voir un film que j'adore qui s'appelle Les Évadés. Bon, dont le titre était catastrophique. Ça se passait dans une prison. Et évidemment, tout le film, c'est ce qui va sortir de là. Et moi, je suis au milieu du film et je dis à mon voisin, mais tu crois qu'il va s'en sortir? Et là, il me regarde, il fait, comment il s'appelle le film? Et il m'a niqué tout le film. Je suis quand même le seul qui n'avait pas compris que ça s'appelait Les Évadés. Vous avez déjà vu Mort à Venise? Oui. Non, parce que c'est pareil. Oui. Après, oui. il n'y a pas trop de On ne dit doute. pas qu'à la fin, ça va être la kermesse. C'est un peu dommage. Ça part en couille, pour parler de la Shoah, le film, ça part en couille. Ah bon? Tu veux dire que... Excellent titre de film, je vous félicite. Bon, Pascal, vous avez des enfants. En tout cas, vous en avez un, vous en avez parlé. Oui. Vous avez combien d'enfants? Alors en fait, j'en ai un qui est à moi, Ouais. mais j'en ai deux autres, plus grands, qui sont ses demi-frères, que j'ai connus et élevés quand ils avaient 1 an et 3 ans. Comment ils s'appellent ces 3 garçons? Parce que donc, Alexis, c'est que des garçons. Hugo et Léo. Ok, Alexis, Hugo et Léo. Alexis, Hugo, ont quel âge? Alors, ça va alors, plus jeune 24, après on passe à 34, après on passe à 36, 37, je sais plus. D'accord, très bien. Donc c'est Léo qui veut être acteur comme vous? Non, lui, il veut être plutôt scénariste, il veut écrire, peut-être un jour réaliser, mais il est plutôt dans l'écriture et dans le fond. C'est un gamin c'est un jeune homme qui est beaucoup dans le fond des choses. Et comme il connaît très bien la forme, alors il y a quelque chose à faire. Et Hugo et Alexis? Hugo et Alexis Alexis, à un moment donné, on a monté une boîte de production tous les deux. Il était un peu dans la production. Et maintenant, comme il veut peut-être plus aller dans le jeu, dans l'écriture ou dans le jeu, alors qu'il était plutôt dans le monde de l'entreprise et tout, et il a pris une décision il y a 2 ans de changer de vie, d'aller là où il a envie d'aller, au plus près de ce qu'il a envie d'être. Et vous allez le soutenir? De toute façon, faut les soutenir. Qu'est-ce qu'on a Et Hugo, d'autre à qu'est-ce faire? qu'il fait, Hugo? Hugo, il était un peu dans l'immobilier et au début, il a démarré par un peu une forme, il était un peu genre les beaux-arts parce qu'il avait vraiment une bonne patte. C'était un peu vraiment l'artiste. Et puis, il a basculé dans quelque chose de plus raisonnable, on va dire, dans l'immobilier. Mais il y a toujours il réalisait très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont pris de vous, les garçons? Les 3, qu'est-ce qu'ils ont pris de vous? Je ne sais pas si j'arriverai à le savoir. Peut-être je le verrai plus. Il faudrait déjà que j'ai le recul sur moi, vraiment, de qui je suis. Parce que nous, on nous dit souvent qui on est à travers les interviews, les machins. Mais moi, j'en sais rien, moi, qui je suis. Je vois à peu près à peu près qui je peux être au fond. Bon. Mais eux, ce qu'ils ont pris de moi, j'aimerais bien le savoir. Mais j'espère qu'ils ont pris... qu'ils ont pas pris la partie forcément la plus angoissée. J'espère qu'ils ont pris de moi de parfois un peu oser les choses. Mais honnêtement... Voilà, je ne suis pas le père non plus qui leur a dit « Ouais, il faut tout tenter. » Non, je suis un père ordinaire, en fait, avec ses mêmes peurs et ses envies. Vous êtes un père ordinaire. Ça a changé quoi chez vous, chez l'acteur, chez l'artiste, de devenir père? De devenir père avec Léo, j'entends. Rien. Rien. Mais non. On aime, si on aime les enfants, on aime son fils. Si on n'aime pas les enfants, on n'aimera pas son fils. Si on aime les enfants, moi, j'aimais mon fils, j'aimais mes garçons. Mais honnêtement... Qu'est-ce que ça m'a appris? Vous savez, on est les mêmes, les hommes. Hein. Même quand on est plus vieux comme aujourd'hui, on est des enfants on se tasse un peu, on vieillit un peu, mais on est à l'intérieur, dans la tête. C'est 1 an plus 1 an plus 1 an, mais c'est tout. Je pense que quand j'avais mon fils, j'étais le même. C'était juste des émotions en plus. On a parlé des hommes tout à l'heure et vous aviez très très envie de parler des femmes qui avaient compté dans votre vie. Alors on a parlé de quelques actrices, mais y a-t-il d'autres femmes qui ont compté dans votre vie, qui ont fait un peu de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui, Pascal Elbé? Ma mère, Ouais. ma grand-mère, mes grands-mères. Elles s'appelaient comment, vos grands-mères? Il y en a une, c'était la mère de ma mère. Elle, on l'appelait tout simplement la mama. Elle était espagnole. Elle s'appelait Gonzalves. C'était elle la patronne dans la famille chez ma mère. Et mon autre grand-mère s'appelait Raymonde. Elle était rousse avec les yeux verts, un peu ashkénaze, polonaise. Et là, j'adorais mes grands-mères. Mais oui, vous vous souvenez de leur voix? Vous vous souvenez de leur voix? Ouais. J'étais un enfant... quand j'étais le plus jeune de la famille, mais dès qu'il y avait une embrouille, c'est moi j'étais le Boutros Ghali de la famille. J'ai toujours été celui qui était un peu trop sage, peut-être, et qui raccommodait. C'est vrai, hein, bizarrement. Et bien sûr, je me rappelle de ces 2 femmes. Mais vous vous souvenez de leur voix, vous vous souvenez de leur parfum, vous vous souvenez de leurs gestes? Oui. Ma grand-mère paternelle, je l'ai moins vue à la fin, mais je me rappelle de ses gâteaux, de sa douceur.
Mais c'était une femme qui était battue. Ah. Ça, c'est des choses que j'ai compris plus tard. Vous voyez, si mon regard sur tout ça aussi pèse par rapport à tout ça. Ça pèse sur le regard que je porte aujourd'hui. Et l'autre grand-mère, je me rappelle d'elle parce que elle était avec ses 2 filles, elle était assez distante comme ça, assez dure, mais avec moi et ses petits-enfants, elle était très tactile, donc je me rappelle de tout d'elle, son parfum, ses lunettes, j'ai des souvenirs très précis de ma grand-mère. Il y a eu d'autres femmes qui ont compté dans votre vie? Non. Mère, grand-mère? Mère, grand-mère, et puis je vais vous dire, les femmes aussi, les femmes qui ont su m'aimer, qui ont su, parce que parfois c'est pas évident d'aimer un... Vous n'êtes pas facile à aimer? Non. C'est Non, difficile je suis de très vivre simple avec à vous? vivre, mais je suis pas facile Ah, à c'est aimer. facile de vivre avec vous? Ouais. D'accord. Puissance 20. Ouais, D'accord. je pense pas être... Mais c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un qui est très proche d'amis. Il faut rentrer dans ma vie. Je rentre pas forcément dans la vie de l'autre. C'est plutôt elle qui doit s'intégrer à tout mon milieu. Mais comme je connais que des gens formidables, mais vraiment, je peux le dire, c'est pas moi. Mais j'ai des amis formidables et des gens tellement bien et bienveillants. Que c'est une chance pour elle. Bah, C'est il ça que faut vous allez me dire? Ouais. Et surtout, si on présente des gens, il faut qu'ils soient au moins aussi bien que ces gens-là. Waouh, la pression est à Ouais, son pression de maximum. À qui devez-vous beaucoup, Pascal Elbé? À moi-même. Uniquement à vous? Non, pas uniquement. Non. Non, mais je rigole. Non, on doit beaucoup à soi, à sa conviction personnelle, comment elle est née, comment elle a été nourrie. C'est le regard d'amour que votre mère vous porte peut-être, certains camarades qui vous trouvent très drôle, et d'un coup ils vous le disent, et vous disent « Ah bon, je suis drôle ?» C'est ces hommes qui m'ont dit « Tu plais aux femmes ?» « Ah bon, je plais aux femmes ?» C'est ces femmes qui me l'ont dit « Ah bon, je vous plais ?» C'est toutes ces choses-là qui un jour vous définissent. L'homme est un animal social, on n'existe que par rapport à l'autre. Donc c'est tous ces gens-là qui ont su me regarder et qui ont su m'encourager, mais je leur dois tout. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Il était là. C'est tout. Là. Il Oui, était il était là. là pour nous, il était là. Ah, il était là pour nous. Il Pas était juste là. il était là. Être là. Ok. Non, Quel pas il était là, c'est le mec déprimé, il était fatigué. Il était là, il était là. Il s'y repose fatigué. Quel a été le plus beau jour de votre vie? J'en ai pas. Le plus beau jour de ma vie, c'est impossible. J'aime la vie. Il y a plein de choses que j'aime dans une journée et que je déteste dans la même journée. Mais alors, avoir une journée, le plus beau jour, où il n'y a rien qui a merdé dans ma tête, c'est quand on nous dit un couple qui s'engueule au bout de 20 ans et il reparle, qu'est-ce qu'on a fait de nos 20 ans? Mais moi, déjà, à 20 ans, je me faisais chier, je m'engueulais avec ma meuf. Les 20 ans, c'était pas... On les idéalise, mais le plus beau jour de ma vie, non, il y a eu plein de jours super de ma vie. Mais honnêtement, sans faire dans le... Mais si je vois mes enfants, par exemple, qui kiffent leur vie, qui sont heureux, mais on se couche. On se couche tellement bien. Et on se dit, j'ai réussi ça. Si je réussis un beau film, là, mon dernier film, il y a eu une projection hier, ça s'est très bien passé, je suis un peu fier, je suis heureux. Voilà, ça me fait bien dormir. En fait, tout vient du fond. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, et d'un coup, ça marche. Alors, il y a quelque chose qui se referme sereinement. Mais j'ai besoin de tout ça, mais le truc... ouais. Il y a plein d'instants, j'ai eu plein de moments formidables. Mais le plus beau jour... C'est quoi votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité? Ouais. Bah, je sais pas, parce que je saurais même pas quel est mon plus grand défaut. Ah bah justement, j'allais vous le demander ensuite. Bah ouais, mais Vous savez vraiment pas quel est votre plus grand défaut? mon plus grand défaut, d'être parfois lunaire, un peu trop à l'ouest, d'attendre le dernier moment, de procrastiner, ouais, je peux être comme ça. Ok. Quand quelqu'un vous accompagne, c'est pas forcément facile à vivre. Après, ma qualité, c'est que je pense que bah, quand je suis là, quoi. Je sais écouter, je sais regarder, je sais répondre, je sais accompagner. Mais je sais pas, ma plus grande qualité, c'est même... Ça va, vous en avez trouvé 12. C'est bon, je suis servi. Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un vous manque? Quelqu'un me manque? Est-ce que quelqu'un vous manque? Me manque? Oui. Mais oui. Qui? Là, tout de suite, j'ai 2 amis que j'ai perdus en un an. Il s'appelait comment? Bah, y avait un qui s'appelait Michel Seban et l'autre Gilles Taïeb, qui était quelqu'un qui avait été président de la CEDAC à l'époque. Et c'était deux amis dont j'étais très, très, très proche. Ils sont partis en un an. Et les deux, je
Évidemment, j'ai accompagné les derniers instants jusqu'au bout, donc ça fait beaucoup, mon âge. Donc ouais, il me manque. Et tous les soirs, quand je rentre sur scène, je pense à eux. Ils sont là, mais ça me manque. Et puis après, on parlait de Noiret. J'étais chez lui il y a un mois, parce qu'ils sont en train de enlever l'appartement. J'ai réalisé que ça faisait 22 ans. Il me manque encore. Mes amis me manquent, ouais. Ouais. Franchement, ça me manque. Ça me manque. Enfin, Pascal, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise un jour, en vous voyant arriver, le plus tard possible, bien sûr? Bah tu vois, c'est pas si mal ici. Merci infiniment Pascal Elbé d'avoir répondu à mes questions. Les mots de la fin vous reviennent, alors je commence cette phrase et c'est vous qui la terminez. Alors tant qu'il y aura des hommes... Les femmes peuvent dormir. Ok, je vous laisse la paternité de cette réponse. Merci infiniment, portez-vous bien. Merde pour ce soir et j'espère vraiment sincèrement à très vite. Merci. Tant qu'il y aura des hommes.